Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de venir parler et dont d'ailleurs il faut souligner la prescience, car comme vous le savez certainement, le salon des seniors se termine aussi aujourd'hui, donc nous sommes parfaitement dans le thème de ce colloque. Hier, j'ai eu la chance de participer à un stage de karaté avec 3 experts qui, bien qu'ayant tous dépassé l'âge de la retraite, étaient dans une forme absolument éblouissante. Et ce matin, je me suis rendu compte avec une certaine horreur que je n'avais plus 20 ans. Les questions d'âge, de ses effets et des sentiments que l'on en a mêlent à la fois des critères physiques, intellectuels et socio-culturels qui sont pour l'historien parfois très difficiles à appréhender dans les corpus qu'il étudie. Si dans ceux du Proche-Orient, être vieux regroupe plusieurs notions allant bien au-delà d'une simple catégorisation d'âge, vieillir, c'est aussi s'exposer aux ravages du temps, comme l'illustre notamment le vocabulaire des textes littéraires et médicaux, mais aussi celui des récits de construction. Il entraîne la faiblesse, l'épuisement et le délabrement, dont le seul remède est la rénovation. Les cas exceptionnels sont même parfois mentionnés de manière quasi dubitative, comme lorsqu'un fonctionnaire du souverain Ashur-Réchaïchi II précise « Le temple de Samnoura, que mes pères avaient construit, n'avait pas vieilli. Le fait de vieillir ne l'avait pas affaibli. » L'épopée de Gilgamesh, nous rappelait tout à l'heure Thomas Römer, nous apprend que l'immortalité s'obtient aussi par le rajeunissement, comme le rappelle le nom de l'herbe à utiliser, le vieil homme est rajeuni ou rajeuni, et dont la consommation permet à l'homme de revenir à ce qu'il était dans sa jeunesse. L'échec du héros de conserver cette plante de jouvence montre que le destin de tout homme, même un héros, est de vieillir, puis de mourir. Atteindre le grand âge pour un souverain était considéré comme un accomplissement aussi prestigieux que de réaliser la conquête du monde. Comme le rappelle Tiglath-Phalazar Ier dans une de ses inscriptions, lorsque parmi ses glorieux ancêtres, tels Ashur-Réchaïchi Ier, qualifié de roi puissant conquérant des pays ennemis, celui qui a soumis tous les féroces ennemis, on trouve Ashur-Dan Ier, porteur du sceptre pur, commandant des sujets du dieu Enlil, celui dont les actions et les offrandes étaient plaisantes aux dieux, et qui avait atteint un âge vénérable. Si vivre vieux est donc un exploit, comment le caractère inéluctable du vieillissement peut-il être perçu pour le roi assyrien, héros par excellence, à travers une documentation majoritairement royale dont l'objet est d'en exposer la perfection? Pour aborder cette question du jeune héros vieillissant, je vous propose de nous intéresser au cas de Salmanasar III, qui régna 35 ans, et, chose rare, pour lequel nous disposons d'inscriptions royales couvrant la quasi-totalité du règne. Ce célèbre souverain du IXe siècle, fils du grand et terrible Assur-Nazir-Pal II, porta l'empire néo-assyrien pré-sargonide à sa plus grande extension. Mais sa fin de règne, marquée par une révolte ayant entraîné la Syrie dans un siècle d'âge sombre, en ternit quelque peu l'image chez les historiens dès les origines de notre discipline, comme l'illustre cet article de 1921, dont la conclusion est « Pendant un quart de siècle, le général en chef Dayan Ashur avait été le véritable dirigeant de l'Empire, et son usurpation de la puissance suprême était tellement notoire que c'était lui, et non son maître nominal, à qui a été attribuée la gloire des campagnes militaires réussies. Contrairement à l'individualité nette avec laquelle Dayan Ashur se distingue, Salmanasar est une figure incolore. Ses relations avec son Tourtanou ne parlent pas pour sa force de caractère, celle d'un souverain sans saveur. Les jeux sont faits. Je vous propose donc de réétudier ces faits en y ajoutant le facteur du vieillissement dans l'analyse historique pour voir si nous ne pouvons pas arriver à d'autres conclusions. Nous verrons tout d'abord l'image que nous pouvons obtenir de ce souverain au début de son règne,
Puis étudierons la question de la possible influence grandissante des hauts fonctionnaires. Et enfin, nous poserons la question de la succession. Comme le rappelait Néle Ziegler, la question de l'âge auquel Salmanasar III, pour nous, accède au trône est bien entendu inconnue, comme celui de la majeure partie des rois assyriens, dont nous ne connaissons généralement que la durée de règne, mais dont nous ignorons la date de naissance, le contexte familial, le moment de désignation comme héritier, etc. Néanmoins, nous pouvons faire quelques suppositions. La fin du règne de son père, Assur-Nazir-Pal II, est assez mal connue. Les ultimes événements documentés par ces inscriptions royales datent de sa 18e année, soit 866, laissant les 8 dernières années de son règne dans l'ombre. La mise en relation des campagnes militaires de Salmanasar et des chroniques éponymales assyriennes permet de conclure que la campagne qui se déroula dans l'année qu'il qualifie de « au début de ma royauté, lorsque je me suis assis sur le trône royal » eut lieu en 859, soit l'avant-dernière année du règne de son père. Ainsi, ce n'est que sa deuxième campagne qu'eut lieu, sa deuxième année eut lieu lors de son année éponyme. Son père, donc, peu avant sa mort, semble-t-il, ne dirigeait plus ses campagnes militaires. Tout cela signifie qu'il devait avoir au minimum une vingtaine d'années lors de son accession au trône. Par ailleurs, certains bas-reliefs du palais nord-ouest de Kalrou pourraient représenter Assur-Nazir-Pal II avec son prince héritier. S'il s'agissait déjà du futur Salmanasar III, ce qui n'est pas certain, on pourrait alors supposer qu'il avait au minimum entre 30 et 40 ans lors de son accession. Les listes éponymales montrent que, lors de cette dernière, les hauts fonctionnaires éponymes ne sont plus ceux du règne précédent, mais suivent l'ordre établi, le roi, le général en chef, le grand échanson et le héros du palais. On constate en revanche qu'un nouveau général en chef, Dayan Ashur, apparaît dans notre documentation après le héros du palais. Cette nomination, contrairement à ce que l'on pense, ne vient pas troubler l'ordre des éponymes, mais répond tout simplement à leur logique de désignation qui veut que les hauts fonctionnaires soient prioritairement désignés comme éponymes, pouvant, en cas de nomination en cours de règne, être intercalés entre deux gouverneurs. En revanche, nous ne connaissons pas les raisons de cette nomination, mort du prédécesseur ou remplacement. L'établissement de l'âge du souverain ou de ses capacités physiques reste, comme nous pouvons le constater, assez aléatoire. Néanmoins, les productions issues de la sphère royale peuvent parfois nous éclairer à ce sujet, car bien que fortement connotées, elles exposent la façon dont les souverains souhaitaient être présentés. Ainsi, constatons souvent que le roi assyrien se présente comme ce que l'on qualifie, nous, de un jeune héros, à partir d'éléments de sa titulature, tels que le titre de « Etlou », terme dont nos dictionnaires proposent des traductions variables, comme vous pouvez le constater ici, et en gros, on va du mâle au jeune homme. Or, comme l'illustre déjà très clairement au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ une lettre qu'adressa le roi Samsiadou, dont Néle Ziegler vient de nous parler, à son fils Yasmaradou, « Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion? Es-tu un enfant, Tserret? N'es-tu pas un adulte, Etlet? N'as-tu pas du poil au menton, etc. » Etlou désigne donc l'adulte par excellence, en pleine possession de ses moyens, phase finalement assez floue qui correspond à la période de la vie qui débute avec l'enfance et se termine avec la vieillesse, c'est-à-dire la force de l'âge. Si ce titre apparaît très régulièrement dans les inscriptions royales assyriennes et en de nombreuses occasions dans celles de son père, on constate qu'il est rare dans celles, nombreuses, de Salmanasar III. Le qualitatif d'adulte vaillant est Loucardou, n'y apparaissant par exemple que 4 fois. Sur les représentations figurées, telles celles des portes de Balawat, on constate qu'il n'est pas si rarement représenté sur son char, le voici ici, au cœur de l'action. Mais malgré tout, il est le plus souvent observateur ou récipiendaire de butin ou de tribut. Le char du souverain, avec son escorte, est parfois représenté sans le roi,
qui pouvait alors peut-être être remplacé par un haut personnage. Une fois de plus, s'agit-il d'un trait de caractère, de conséquences liées à l'âge ou autre chose? La question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, la façon dont est présenté ce souverain dans les documents royaux correspond à ce que l'on attend de ce dernier. Un souverain énergique, accomplissant son devoir militaire d'extension du royaume par des campagnes régulières, au cours desquelles il ne se présente pas toujours en première ligne. La situation reste, autant que nous puissions le constater, stable, le roi lançant ses campagnes annuelles qui le portent régulièrement à l'ouest pendant 28 années consécutives. Bien que le passage des ans ne se manifeste pas dans nos textes, des prières que le souverain adresse aux divinités nous illustrent ses souhaits concernant ce dernier. Il précisait par exemple, sur une statue qu'il dédia à Hadad de Courbaël, avoir fait don du butin de la campagne à la divinité pour ma vie, pour que mes jours soient longs et mes années nombreuses. Le roi souhaitait donc avoir une vie longue, mais pas seulement, car il spécifie avoir dédié cette statue pour que, lorsque le dieu Hadad, mon Seigneur, regardera cette statue, puisse-t-il être agréablement disposé envers moi et ordonner l'allongement de mes jours, proclamer la multiplication de mes années et décréter quotidiennement la suppression de la maladie de mon corps. Ce type d'aspiration est bien documenté à l'époque postérieure des Sargonides, tant dans le discours courtisan que dans les prières royales, et illustre la notion assez intemporelle du bien vieillir, vivre longtemps en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels pour profiter de la vie. Notons que ce texte a été rédigé entre 839 et 838, soit 20 ans après son accession au trône. Néanmoins, le peu d'autres parallèles ne permet pas de savoir si la mention de la maladie est un topos littéraire ou une réalité qui préoccupe le souverain. À partir de sa 29e année, les choses changent, car bien que les armées assyriennes poursuivent leur campagne annuelle, le roi précise dans ses inscriptions en laisser la conduite à son général en chef, Dayan-Ashur, les récits alternant alors les premières et troisièmes personnes en fonction des acteurs. Cette situation inédite est la pierre angulaire de toute l'argumentation sur l'incompétence du souverain et la lente prise de pouvoir des hauts fonctionnaires. Ces présupposés concernant le souverain sont tels qu'ils influencent parfois les traductions du texte. Ainsi, dans l'édition des rimas, les alternances première-troisième personne sont considérées comme non signifiantes, car expliquées par les confusions du scribe-rédacteur devant cette situation inédite. La traduction uniformise alors le texte à la troisième personne lorsque Dayan-Ashur est supposé agir. Si l'on s'en tient donc à cette version, alors, en effet, pour la campagne par exemple de 829, le rôle du général occulte celui du roi qui se contente de l'envoyer en campagne. Or, comme on pourrait s'y attendre, ces variations de personnes ne sont pas liées au hasard. Donc, voici la traduction du texte. Alors que je résidais à Kalrou, un rapport m'a été envoyé selon lequel les gens du pays de Patina avaient tué Loubarna, leur seigneur, et installé Souri, un usurpateur. Je donnais des instructions et j'envoyais Dayan-Ashur, le général en chef, le chef des vastes troupes, à la tête de mes troupes et de mon camp. Je traversait l'Euphrate en crue et il installa le camp à Kinaloua, sa ville royale. L'aura de terreur d'Achour, mon seigneur, submergea Souri, un usurpateur, et il mourut de mort naturelle. Les gens du pays de Patina prirent peur devant l'éclat de mes armes puissantes, et ils capturèrent et ils me livrèrent les enfants de Souri avec les troupes coupables. Ces troupes, je les fixais sur des pieux, s'assit un Kouroutséen, saisit mes pieds, et je le plaçais à la royauté sur eux. Je reçus d'eux, etc., une représentation colossale de ma royauté, je réalisais, et je la fis se tenir dans le temple des dieux, dans la ville de Kunaloua, sa ville royale. Voici donc la nouvelle répartition des rôles que nous obtenons. Notons que l'ambiguïté de la personne des verbes est liée à la grammaire acadienne et non à un besoin de laisser planer le doute qu'il s'agisse d'un préfixe personnel ambivalent ou d'une forme idéogrammatique suivie d'un complément phonétique ne permettant pas de choisir entre la première et la troisième personne.
On notera néanmoins que ces passages ambigus, lorsqu'ils sont présents dans un texte analytique normal, sont traduits à la première personne. Je pense notamment à la traversée d'un fleuve en crue, qui fait partie des prérogatives du souverain assyrien de se confronter aux éléments naturels. Dans ce cas, la place laissée au général en chef est plutôt réduite. Les verbes à la troisième personne, dans l'ensemble du récit, sont peu nombreux et spécifiques, comme vous pouvez le constater. L'analyse de leur phraséologie montre que la situation de chacun y est clairement exposée. Loin d'une place exceptionnelle, le général en chef a celle d'exécutant, tandis que le roi conserve la place éminente, instigateur et cause du résultat positif de l'action. Donc, la non-participation du roi à ces dernières campagnes, dont on peut constater la longueur et les difficultés, pourrait tout simplement être liée au vieillissement de l'homme, approchant des 50, voire des plus de 70 ans à ce moment. Il en confie alors la direction à un homme dont c'est la fonction, qu'il côtoie depuis de nombreuses années et qui pourrait être un peu plus jeune que lui. L'existence d'inscriptions couvrant la fin du règne de Salmanasar III est remarquable et pourrait, dans ce contexte, paraître presque paradoxale. En effet, pourquoi soulignerait-il ces faiblesses dans des œuvres d'auto-exaltation ? L'analyse de leur date de production est intéressante. Elles sont assez régulièrement produites jusqu'à la 20e, 21e campagne, puis elles cessent avant de réapparaître pour relater les exploits jusqu'à la 31e campagne. Notons que la place du texte de 831 est loin d'être certaine et doit d'ailleurs être postérieure. Les deux monuments sur lesquels ces versions ont été rédigées, une statue du souverain et le fameux obélisque noir, tous deux retrouvés à Calroux, sont donc les seuls à mentionner les campagnes dirigées par le général en chef. L'importance supposée prise par ce dernier a même été jusqu'à faire proposer qu'il fût le véritable commanditaire de cette œuvre afin d'afficher sa puissance. Attachons-nous quelques instants sur ce monument. Il a été remarqué que l'obélisque noir se terminait assez abruptement, sans récit de construction ni formule conclusive, ce qui a été compris comme une faute de mise en page, le graveur sur pierre ayant manqué d'espace. Ouvrons la parenthèse, heureusement que les scribes font des erreurs, ça facilite pas mal les explications. Or, d'autres objets de ce type, tels que l'obélisque blanc par exemple, comportent les mêmes caractéristiques. L'absence de récit de construction sur un tel monument indique seulement qu'il n'en commémorait pas une. Il a la forme d'une borne, certainement plantée dans le sol, comportant un récit complet des hauts faits royaux jusqu'au moment de sa production, ce qui est précisé par l'aspect des verbes utilisés pour la description de la dernière campagne, qui en souligne la contemporanéité. Son iconographie représente le roi recevant le tribut des contrées les plus lointaines, proclamant ainsi sa domination quasi universelle. Plutôt que de mettre en avant les exploits du général en chef, il s'agit d'une tentative du pouvoir royal de se réaffirmer de manière éclatante, tout comme la production d'une statue royale portant la totalité des campagnes du souverain. Il ne commémorait donc pas une réalisation matérielle, mais il célébrait, en la matérialisant, la puissance royale à un moment où cette dernière était contestée, notamment pour des raisons de succession. En effet, peu de temps après le retour de l'armée de sa 31e campagne, d'après les chroniques éponymales, une révolte éclate dans le royaume qui durera les 4 dernières années de Salmanasar III et les 3 premières de son successeur, Samsi-Adad V. Son déclenchement, une fois de plus, a été mis en relation avec l'importance prise par Dayan Achour, qui, après le second éponymat du roi, apparaît toujours comme général en chef, rendant alors les héritiers potentiels jaloux des prérogatives du général et impatients d'accéder au trône. On constate que tous les grands ayant été éponymes le sont une seconde fois. En revanche, la logique de succession de cette liste permet de supposer que lorsque Aya Khalou, que nous voyons ici, y réapparaît, il n'est plus trésorier, mais général en chef,
ce qui signifie donc que Dayan Ashur est mort juste avant. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il meure juste au retour de son expédition, ce qui aurait pu être une des causes du déclenchement de la révolte, ou en être une des conséquences. Le roi vieillissant conserve un entourage de conseillers pour tenter de faire face à la situation. Salmanasar tarda-t-il à désigner un héritier? Changea-t-il d'héritier? Son héritier était-il mineur? Quoi qu'il en soit, la révolte dans son pays est liée à une crise de succession qui opposa deux frères. Dans ses inscriptions royales, Samsi-Adad V précise qu'il est issu d'une lignée royale originelle et qu'il a été désigné par les dieux depuis toujours, ce qui est peut-être un indice indiquant que sa désignation ne fut pas aussi originelle que cela. Leur partie narrative, fait rarissime, débute explicitement avant son accession au trône, comme l'apologie des Saradons, qui, héritier désigné sur le tard, dut reconquérir son trône. La narration antérieure à sa première campagne rappelle qu'il a fait se soumettre des villes qui étaient ralliées à son frère contre leur père Salmanasar, puis que lors de sa première campagne, le pays d'Achour se soumit à lui. Le style de l'inscription permet de distinguer ces deux temps. Lorsqu'il n'est pas encore roi, il agit contre des villes rebelles assyriennes en les faisant se soumettre, ou niche, tandis que, lors de sa première campagne officielle, étant véritablement roi du pays assyrien, celui-ci se soumet donc naturellement à lui. Le fait que Kalrou n'apparaisse pas parmi les villes rebelles signifie certainement qu'elle resta fidèle au roi Salmanasar et que Samsi-Adad V en était l'héritier désigné. En revanche, il n'est pas certain que les hauts fonctionnaires aient tous soutenu le souverain. Il faut constater que nombre de hauts fonctionnaires ne sont plus tout jeunes au cours de ces événements. Dayan Ashur était en poste 27 ans, comme Bel Bounania, et le grand échanson était arrivé, lui, à 39 ans d'office. Après la mort du vieux Salmanasar III, dans des circonstances inconnues, son héritier monte sur le trône et la liste des éponymes recommence un nouveau tour. On y constate une certaine continuité, Yaralou reste général en chef, et certaines nouveautés, comme l'apparition d'un nouveau héros du palais, suivi de deux éponymes dont nous ne connaissons pas la fonction. Nous ne savons pas si ces remplacements sont liés à des morts naturelles ou aux troubles de cette période. En revanche, le cas de Ashur Bounaïoutsur, le vieux grand échanson, doit être commenté. En effet, nous le voyons réapparaître dans la liste éponymale avec le même titre, 4 ans après l'endroit où il était normalement attendu, c'est-à-dire après le Tourtanou. On peut se demander s'il ne choisit pas un moment le mauvais camp avant de réussir un retour en grâce. Vous le voyez, l'idée d'une coterie de grands personnages en faveur d'un des héritiers pour en tirer avantage est à nuancer, et la rébellion de la fin de règne de Salmanasar III opposa en moins 2 camps dans lesquels les hauts fonctionnaires se répartirent. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer qu'il n'est pas toujours impossible de retrouver une part de l'homme derrière le souverain, même à travers des sources issues de la sphère royale que l'on considère trop souvent comme stéréotypées pour ne laisser voir que le héros assyrien. La question du vieillissement est rarement abordée comme élément historique explicatif, alors qu'il devait jouer un rôle dans ce contexte où un roi se devait être un héros parfait. Le règne de Salmanasar en est un bon exemple. Ce souverain, s'il ne se présentait pas comme un héros à la tête de ses troupes, mais plutôt comme un stratège, porta l'Empire à des limites jamais atteintes, sans que son autorité ne soit jamais remise en cause pendant plus de 30 ans. Malgré ses prières de rester en bonne santé avec l'âge, il fut contraint à un moment donné de laisser la conduite de ses armées au général en chef Dayan Ashur, personnage important, mais dont la situation exceptionnelle supposée, à en faire un véritable roi, vient de présupposés remontant aux origines de la discipline qui ne sont pas corroborés par les sources. Et le fait que ce dernier n'en profita pas pour monter sur le trône en souligne le choix judicieux. Le nœud du problème vient d'une crise de succession dont nous ne connaissons que les conséquences, mais dont les causes sont inconnues. La production des dernières inscriptions royales du règne s'inscrit certainement dans une démarche d'affirmation de la puissance royale, dont le détenteur, jeune héros vieillissant, n'était peut-être plus en mesure d'imposer ses décisions en matière de désignation d'héritiers notamment. La crise de succession qui déchira les deux frères et les factions associées en montre l'échec.
Il ne fut néanmoins pas complet, car la capitale resta fidèle au vieux souverain et servira de base solide à celui qui deviendra son successeur pour reconquérir le pouvoir. Se pose ici à la fois la question de l'établissement de règles de succession de la fonction royale, dont le caractère spécifique en limite très fortement les aspects pratiques, et celles universelles pour lesquelles nous apportons des réponses diverses. Je vous remercie de votre attention.